Allez, nous sommes toujours sur les ondes de Variance FM et il est grand temps de recevoir le prochain invité de la soirée. Il va en l'occurrence nous parler de crayons de couleur. On va faire finalement un retour en enfance et ça c'est plutôt chouette. Et nous recevons donc Patrick qui va nous présenter l'île au crayon. Bonsoir Patrick. Bonsoir. On est ravis de vous avoir avec nous sur Variance FM, c'est un plaisir. De même. Eh ben écoutez, j'ai plein de questions à vous poser sur votre travail. Vous fabriquez donc de magnifiques crayons de couleur en bois et justement, ça nous a finalement beaucoup intéressé nous sur les ondes de Variance FM. On voulait vraiment en parler. Alors j'ai plein de questions pour vous, mais la première, elle est toute simple. Quel est votre parcours et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans la fabrication de crayons de couleur? J'ai trouvé à la sortie du lycée un métier qui s'est avéré ne pas me convenir. Et ensuite, j'ai trouvé un autre métier qui pouvait me convenir, mais qui n'a pas convenu. Et les crayons de couleur sont arrivés après, puisque ça fait maintenant presque 30 ans. J'ai commencé en 1996 à faire des crayons de couleur. Et voilà, 2025, ça fait quoi? 33 ans? Ah oui, quand même, d'accord. Quand même. Et voilà, je m'éclate bien, ça me plaît bien, et je compte pas mon temps. Alors, ce qui m'a amené aussi à faire des crayons de couleur, c'est que ce que je voulais, c'était être mon propre patron. Dans mon métier, moi, j'étais frigoriste. Ça demandait un certain investissement au niveau du matériel, et j'avais pas beaucoup de sous à l'époque, et donc j'avais vu déjà ces crayons de couleur, parce que je précise que c'est les crayons de couleur en branche d'arbre. C'est pas n'importe quel crayon. Et j'avais déjà vu ça en Angleterre, là, dans un voyage. Et j'avais trouvé ça sympa, j'en avais acheté, que j'avais redonné, offert, mais j'en ai gardé un peu. Et quand je me suis posé la question de ce que j'allais faire, dans quoi j'allais m'investir, subitement ces crayons sont réapparus. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Alors c'était un monde qui est tout à fait nouveau pour moi, l'artisanal, les marchés. Pour moi... les marchés, c'était des gitans, c'était... Et oui, les fameux camelots, en fait. Hein. Oui, c'était un monde à part, quoi. Quand j'étais petit, on allait sur le marché pour s'acheter des fringues, parce que ça coûtait moins cher qu'ailleurs. Mais il fallait se déshabiller devant tout le monde, c'était affreux. Et non, moi, j'ai redécouvert ce monde-là, avec des créateurs, des artisans, d'autres camelots, quoi. Et avec un peu plus de bouteilles, avec un peu plus d'âge. Et ouais, ça m'a bien plu. J'ai fait ça à peu près, les marchés, j'ai fait ça à peu près 20 ans. Là, ça fait déjà, donc, 10 ans, plus de 10 ans que je fais plus les marchés. Ça coûte trop cher. Ça rapporte pas assez. Oh, c'est amusant, quoi, mais c'est toujours un peu la même chose, quoi. Bien sûr, et aujourd'hui vous avez donc votre petit atelier justement dans lequel vous fabriquez ces fameux crayons et dont on va parler justement tout au long de cette interview. Alors quel type de bois utilisez-vous pour fabriquer vos crayons et d'où vient-il ce bois? Expliquez-nous. Moi j'utilise un bois qui s'appelle de l'osier, celui qu'on utilise pour faire des paniers. Et il vient de chez des copains. Donc j'habite à Ollières, que j'ai un copain qui en fait pousser autour de sa mare à Augerolles, donc à 8 km de la maison, et de l'autre côté, un autre qui fait pousser là aussi autour de sa mare, parce que l'osier, pour qu'il pousse bien, il lui faut de l'eau, beaucoup d'eau, et c'est un gourmand d'eau, et donc, vous voyez, 8 km d'un côté, 8 km de l'autre, plus quelques petits points à droite à gauche, là j'en ai encore à ramasser, et ça me suffit, quoi. Au début, j'allais jusqu'à Montbéliard, chez des amis qui faisaient pousser de l'osier. J'allais jusqu'à Mâcon, où j'avais un copain qui était osiericulteur, c'est-à-dire qu'il faisait pousser l'osier pour le revendre, essentiellement en évanier. Et comme c'était quelqu'un de très méticuleux, très exigeant sur le matériel qui vendait, tous les brins qui avaient des défauts, des petits défauts, il les mettait de côté, et je passais une fois par an, et on se faisait une bonne bouffe que j'ai offert, et j'ai amené toujours un grand plateau de fromage, et j'ai récupéré ces osiers. D'accord, oui, c'était un échange de bons procédés. De bons procédés, oui. C'était l'occasion de passer un moment ensemble. Exactement, c'est plutôt chouette. Ouais. Et est-ce que vous avez déjà testé peut-être d'autres types de bois pour ces crayons? J'ai testé d'autres types de bois. Quand j'ai commencé mon activité, il faut savoir que quand j'ai commencé, j'étais dans le sud-ouest. Après, je suis vite parti dans Bourgogne-Franche-Comté, dans un petit village qui s'appelle Pesmes, en Haute-Saône, qu'on appelle aussi la Haute-Patate. Un endroit qui est magnifique, parce que la Haute-Saône, c'est le deuxième département. Enfin, ça a été pendant un temps, mais ça ne l'est plus,
le deuxième département le plus feuillu de France. Donc il y avait beaucoup d'arbres et j'étais dans un lieu, une ancienne usine désaffectée et c'était la rivière qui passait là-bas qui s'appelle l'Oignon, donc l'Oignon sans i, qui faisait des méandres arrivés à l'endroit où j'étais où c'était plus plat et ils avaient construit un barrage avec un biais et c'est comme ça que je me suis appelé l'île aux crayons. C'est ça qui m'a donné l'idée d'être sur une île et le reste de l'île c'était le parc d'un château qui était pas loin de là. Ils avaient planté plein d'espèces différentes. Alors, vous voyez comme des fois c'est les choses elles s'engagent toutes seules, elles se font toutes seules. Il faut en fait la vie c'est comme ça, c'est une suite d'opportunités, tu la prends pas et si elle se représente ou pas ou là j'ai eu cette opportunité d'avoir j'ai identifié 36 essences de bois. Et avec ça, j'en faisais des crayons. Et c'était un peu plus pour la décoration, pour des animations, pour toutes des choses comme ça. Et quand je suis arrivé ici, parce que il a fallu que je m'en aille de l'endroit où j'étais, c'était la mairie qui avait facilité mon installation, parce que l'usine avait été rachetée par la municipalité. Ils avaient facilité mon installation et quand la mairie a changé, ils ont facilité mon déménagement. Et c'est comme ça que je suis arrivé à Oliergues. Mais à Oliergues, il y avait plus cette variété à Oliergues. Dans l'Auvergne, il y a que du sapin, du Douglas et du mélèze. Et oui, du coup, ça change totalement. Totalement, il a fallu trouver un autre vecteur. Et c'est là que j'ai trouvé, que je connaissais déjà un peu, mais l'osier. L'osier qui moi, est un arbre qui me convient. C'est l'arbre de la sérénité. Et c'est agréable de travailler en sérénité. Et puis bon, il y a une vieille histoire entre l'homme et l'osier. On fait pas que des paniers, on fait des barrières aussi pour soutenir les terres. Enfin, il y a plein d'utilités. Et moi, j'en fais des crayons. Et alors, ça tombe bien parce que j'avais remarqué que les gens qui m'achetaient des crayons, comme c'était dans des bois plus axés sur la décoration, ils avaient tendance à les mettre sur leur bureau, à les offrir, tout ça, mais pas à s'en servir. Et s'ils s'en servent pas, ils vont pas l'user. Donc, et comme ils l'usent pas, ils m'en rachètent pas. Et donc, il fallait que je trouve un bois qui se taille facilement. Alors, on va en reparler sur la taille du crayon, parce que je suis un apôtre de la taille du crayon. Vous avez l'habitude. Et donc, ce bois, l'osier, a une fibre qui est longue, qui est douce. Et c'est un bois qui se taille très facilement. J'ai cherché d'autres bois, du tilleul, des arbres, des bois blancs, du bouleau, du peuplier, mais ils sont trop tendres. Puisque l'osier, lui, il reste assez nerveux. Il fait une belle patine. Alors je les traite pas les bois, hein. Je les ramasse tels quels. Ils sont simplement séchés et ils vont évoluer en fonction du printemps et de l'été où ils sèchent. Ils vont sécher pendant 9 mois. Je vais les ramasser entre décembre et mars et ils vont sécher à peu près 9 mois, ce qui fait que je vais recommencer à travailler ces bois à partir de septembre-octobre. Et alors, comment savez-vous qu'un morceau de bois sera utilisable ou non? Est-ce qu'il y a peut-être des critères d'aspect, de résistance? Donc, quand je ramasse mon morceau de bois, je le fais sécher, et je sais qu'il y a des parties que je vais pas utiliser, des parties qui sont trop grosses. Les gens me demandent des crayons gros, mais le problème c'est que après il faut les tailler, et puis plus ils sont gros, plus il y a de bois, et plus c'est difficile. Donc, le bois que je vais ramasser, il fait pas plus de 2 cm de diamètre. D'accord, oui, donc il y a quand même un diamètre assez bien défini pour que ce soit assez facile à utiliser aussi par la suite. Voilà, puis il y a un diamètre qui est défini en fonction de la mine que je vais introduire. Moi, je travaille avec des mines qui font 3 mm. 4 mm, ça c'est les crayons à papier, les graphites. Et 6 mm, c'est ce que j'utilise le plus. Et 10 mm pour certains, il y en a vraiment très peu là. D'accord. Alors du coup, parlons justement de cette fameuse mine de crayon. Tout le monde ne sait pas forcément de quoi elle est composée. Alors expliquez-nous, quelle est la composition de celle-ci et comment est-elle fabriquée finalement? Alors grosso modo, c'est du kaolin. Kaolin, c'est le stade géologique avant l'argile. De l'argile blanche en quelque sorte. Le pigment, ou les pigments pour faire la couleur définitive. Et un liant qui va permettre au pigment de se fixer sur la base, sur le kaolin. Plus
tout un tas de petites poudres de perlimpinpin, comme du stéréate de calcium. Vous savez, sur les bonbons, quand vous déniapez l'emballage d'un bonbon, il y a toujours une espèce de petite poudre blanche qui permet au bonbon de ne pas trop coller sur le papier, qui est plus facile. Eh bien, pour les mines, on met aussi cette poudre qui permet de décoller la mine quand elle passe par différents stades. Voilà, il y a tout un tas de petits trucs, notamment la poudre qui rend le blanc plus blanc que blanc. Hein, la poudre de Coluche, ça existe. C'est une poudre qu'on va utiliser de moins en moins. Enfin, je crois qu'il y a un moratoire en ce moment au niveau de l'Europe pour plus utiliser cette poudre qui s'appelle du dioxyde de titane, je crois, et qu'utilisaient avant les boulangers. Maintenant, c'est interdit. Utiliser les boulangers pour faire des pains bien blancs, mais qu'on utilise encore pour les médicaments, tout ça. Vous savez, le beau blanc du médicament bien pétant. Tout à fait, pour l'enrobage, effectivement. Voilà. Et je précise que pour le blanc, pour faire ressortir le blanc, on met souvent du bleu. Vous savez, dans les lessives, je sais pas si vous vous rappelez, dans votre poudre blanche, vous avez des petits points bleus. Oui, effectivement, je vois bien, tout à fait. Et donc le bleu fait ressortir le blanc, comme le miel fait ressortir le goût de la salade. Donc voilà, toutes ces poudres elles sont mélangées dans ce qu'on appelle un malaxeur pour former une pâte. Donc je précise que c'est pas moi qui fais les mines, chacun son métier. Et est-ce que vous avez quand même essayé un petit peu d'en faire chez vous aussi, juste pour le plaisir Oui, ou pas du tout? Oui, je me suis amusé à en faire. Mais le problème, c'est la tenue de la mine, c'est la densité qu'on a. Il faut pas que la mine, dès qu'on l'utilise, elle s'écrase, quoi. Il faut pas qu'elle se délite. Donc pour ça, il faut une pression. Et donc la boîte qui me fabrique mes mines, à moi, elle a une pression de 200 bars. À un moment donné. Alors, je reprends mon explication. Nous sommes au malaxeur, c'est-à-dire on va mélanger toutes ces mines. On va passer dans une autre machine qui s'appelle une extrudeuse qui va comprimer la pâte et va évacuer toutes les bulles d'air pour avoir un mélange bien homogène. Et ensuite, on passe dans une filière et c'est là qu'interviennent ces fameux 200 bars pour pousser cette pâte qui est de la terre, en fait. Le kaolin, c'est de la terre. Par un petit interstice qui va déterminer le diamètre de la mine. Et à ce moment-là, on a une mine qui est toute molle quand elle ressort de la filière. Il y a encore de l'eau. Donc à ce moment-là, on a tout un appareillage qui va faire des mines bien rondes, à la bonne longueur, et qui va les sécher en même temps. Voilà. Et quand tout ça c'est fait, et ben là, le crayon, il est toujours pas fait. Il est toujours pas fini. Il reste encore quelque chose. Il reste encore une opération qui consiste à tremper la mine dans un bain-marie de cire. Alors on est gentil, on dit de la cire, mais en réalité c'est de la graisse de mouton, c'est du suif. On prend de la graisse de mouton. Je crois que les Japonais ils ont trouvé une technique avec une graisse végétale. Et donc voilà, on a cette graisse qui est portée, elle est dure, et elle est solide, et en la chauffant, les mines qui vont tremper dedans, qui ont évacué leur solvant à queue, la flotte qu'elles avaient, elles la remplacent par de la graisse, qui est donc devenue liquide, et qui vont aspirer pendant à peu près une dizaine d'heures. Grosso modo, 2 heures par millimètre de diamètre. Ah oui, donc effectivement, toute une aspiration qui se fait progressivement. Voilà. Donc en fait, ça prend quand même pas mal de temps, hein, cette étape. Ça prend du temps, et je vous dis, c'est vraiment des professionnels qui font ça, quoi. Si vous trouvez un artisan qui fait lui-même les mines de ses crayons de couleur, ne croyez pas. Et alors, évidemment, maintenant qu'on a cette fameuse mine, ce qui est intéressant de savoir, c'est comment vous faites, vous, pour assembler cette fameuse mine avec le morceau de bois que vous avez retrouvé pour faire vos crayons. Alors, expliquez-nous, comment vous faites? J'imagine que vous creusez ce morceau de bois et que vous l'insérez à l'intérieur, du coup. Alors là, je vais être léger dans mon explication, sinon jusqu'à demain soir. Et puis, pas oublier que j'accueille les gens dans mon atelier pour leur montrer ce que je fais. Donc, il faut pas tout dire. Et donc, non, grosso modo, j'ai un morceau de bois, j'ai un morceau de mine. Il va falloir introduire la mine dans le morceau de bois. Donc, je fais un trou pour qu'elle puisse rentrer sans forcer. Je mets de la colle. Et c'est la colle qui tient la mine. Et ça va sécher encore une fois. Et à ce moment-là, on va tailler le crayon. D'accord, alors justement, on en vient à la fameuse taille du crayon, et là, alors là, c'est quelque chose, parce que nous sommes très nombreux, malheureusement, à ne pas savoir comment tailler un crayon. Parce que oui, il y a une manière de faire, et souvent, on s'y prend mal, justement. Alors expliquez-nous,
comment on doit vraiment faire pour tailler un crayon et surtout pour éviter de le casser parce que sinon, si on s'y prend mal, eh bien, on finit par le mettre en morceaux, ce crayon. Et oui, et à ce moment-là, on va dire que enfin, vous allez engueuler vos enfants en disant tu prends pas de soin de ton matériel, tu vois, le crayon tu l'as fait tomber. Je t'ai vu l'autre fois, le crayon il est tombé, quand le crayon il tombe, la mine elle se casse à l'intérieur. Et on s'en aperçoit quand on le taille. Eh ben non, c'est pas vrai. Moi je prouve dans mon atelier, quand j'ai envie de me voir, je prouve que j'ouvre un crayon en deux, je le fais tomber, retomber. Et je l'ouvre en deux et je montre ce qu'il y a à l'intérieur. Et on a une mine qui est parfaite, qui est absolument pas cassée. Ce sont des histoires. Effectivement, on taille mal son crayon. Et en fait, la question c'est de savoir qu'est-ce qui tourne. Est-ce que c'est le crayon qui tourne dans le taille-crayon ou est-ce que c'est le taille-crayon qui tourne autour du crayon? C'est ça le truc. Bonne question, effectivement. Ouais. Et j'ai remarqué que la plupart des gens sont droitiers. Les gauchers, il y en a très peu. Et tous les droitiers tournent leur crayon dans le taille-crayon, alors que la plupart des gauchers tournent le taille-crayon autour du crayon. Oui, parce que les taille-crayons, c'est des taille-crayons pour droitiers. Et en fait, c'est ça, c'est qu'il faut tourner le taille-crayon sur le crayon. Et finalement, en fait, le mieux pour tailler un crayon, ce serait de ne pas utiliser un taille-crayon, mais plutôt un cutter, j'imagine. Avant d'arriver au cutter, il y a une machine, ce qu'on appelle la machine à tailler les crayons. Je sais pas si vous vous rappelez, où c'est une machine à manivelle où on enquille le crayon, on le tient et on tourne la manivelle. Et là, ça prouve que c'est le taille-crayon qui tourne, et non pas le crayon qui tourne. C'est vrai, tout à fait. Ouais. Et quand vous utilisez donc le cutter, voire le couteau, quand il est bien aiguisé, eh bien là aussi c'est le couteau, donc c'est le taille-crayon, c'est lui qui va couper, c'est lui qui est en mouvement, alors que le crayon, lui, il reste toujours fixe, il reste dans votre main. Et là encore, il y a très 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 peu de gens qui savent tailler un crayon, même avec un couteau, quoi, qui vont à la tchétchène comme des brutes. Mais alors que c'est un truc qui est assez délicat, quoi. Il faut faire avec le pouce, en fait. Il faut mettre le pouce dans le dos du couteau et il faut couper avec le couteau à la force du pouce, pas à la force du bras. Il faut y aller en délicatesse, tout en douceur. Plus les choses sont faites en douceur, et mieux c'est. D'accord, la douceur, c'est la clé d'un crayon bien taillé. La douceur, c'est la clé du crayon bien taillé, oui. Ça, c'est une belle phrase, on la retiendra, effectivement. Et alors, quels sont donc les différents types de crayons que vous proposez? Maintenant, on a envie d'en savoir un peu plus sur les différentes variétés, les différentes couleurs que l'on retrouve chez vous. Alors, il y a 20 couleurs différentes, 20 couleurs officielles. Puis il y en a 3-4 qui sont non officielles. En fait, c'est des essais qu'on avait fait en cherchant une couleur particulière. On est arrivé sur tout à fait une autre couleur. La dernière fois, on a essayé de retrouver la formule du marron clair et on est arrivé sur un violet foncé, pour vous dire. Ah oui, effectivement. Et en fait, c'est un très joli violet sombre. Et alors, il y a 20 couleurs officielles, plus que 4 ou 5. Il y a des crayons à papier, ce qu'on appelle des graphites. Et il y a aussi les crayons, ce que j'appelle moi le tuticolore, où c'est un crayon où la mine est à plusieurs couleurs. Environ 4 en principe. Il y a des crayons qui s'appellent les zigotos. Donc les zigotos, c'est un crayon qui est fait pour décorer le sapin de Noël, parce que je fais partie du Front de libération des boules de Noël. Ah, le Front de libération des boules de Noël. Voilà, pour qu'on laisse tranquille les boules de Noël, qu'on arrête de les suspendre par les pieds avec des petits monstres qui courent autour du sapin et qui effraient. Les boules de Noël sont complètement stressées. Mais je pense que, vous savez, je vais finir par y adhérer parce que j'ai 2 chats à la maison et les boules de Noël, elles n'apprécient pas, hein, vous savez. Hein. Vous voyez, en plus, ça plaît pas aux chats. Je pense que les crayons, c'est mieux parce que quand elles le chopent, après, elles peuvent le mordiller. C'est une bonne occupation, quoi. Oui, c'est vrai, tout à fait. Et donc, ça, c'est le zigoto. Ensuite, le gros jojo, c'est le crayon... je l'appelais le gros jojo parce que c'était le père d'une copine qui s'appelait Jojo et c'est avec lui qu'on avait trouvé ce surnom de gros jojo. C'est les crayons plus pour les charpentiers, pour les maçons. C'est une mine qui est beaucoup plus costaud que le véritable crayon de couleur, quoi. C'est plus de la craie industrielle. Donc c'est du costaud. Il y a ça, il y a mon crayon préféré, c'est le Berlioz. Donc là, c'est le bourgeon terminal d'une branche dans laquelle j'introduis une mine graphite. C'est des crayons qui sont
qui sont très fins, plus pour les adultes là, et qui est très élancé quoi. J'avais rencontré quand j'étais en Haute-Saône le fameux Christo, vous savez celui qui emballait les ponts, tout ça. Il était passé dans mon atelier et il m'a dit qu'il voulait un crayon qu'on met dans la poche et quand on le sort de la poche, ploup, il devient comme un truc magique, très long, avec du volume, tout ça. Et cette idée lui plaisait. Donc j'ai pas pu réussir ça, mais j'ai fait la partie terminale de ce crayon-là, quoi. Le crayon très élancé, quoi. Il vous manquait peut-être le côté magicien, en fait. Hein. C'était juste la petite chose qui... Oui, ouais, je suis pas un magicien, moi. Chacun son métier, hein. Exactement comme on le disait tout à l'heure. En tout cas, vous avez quand même une large gamme et une large variété de crayons. Et là, j'ai envie de vous demander si vous faites aussi de la personnalisation. Est-ce qu'il vous arrive peut-être de faire des petites gravures sur le bois, notamment pour mettre un prénom ou un petit quelque chose de personnel? Non, j'aime pas ça. En fait, moi, ce qui m'intéressait au départ dans le crayon, c'est justement la branche d'arbre. D'abord est venue la branche, et j'ai habillé la branche avec une mine pour que les gens puissent regarder la branche. Et donc l'idée de lui mettre une inscription, un truc comme ça, c'est quelque chose qui va à l'encontre de mon action, de ma poésie, de mon parcours, de ma trajectoire. Je ne veux pas. Et ça se comprend totalement, tout à fait. Mettre des inscriptions dessus, même des logos, c'est quelque chose qui me déplaît. Par contre, alors du coup, est-ce que la branche de bois est laissée avec ses aspérités ou alors est-ce que vous la poncez un petit peu pour qu'elle soit plus agréable au toucher? Non. Par exemple, je fais des crayons avec des ronces. Et les gens me demandent toujours, ouais, mais les épines, vous les enlevez? Mais non, je les garde. Alors après, il y a des crayons avec des branches qui partent un peu dans tous les sens, qui sont un peu cassés ou qui vont casser, je le sais. Donc là, je les tronque un peu, mais ça garde l'aspérité quand même, de telle manière que voilà, c'est un peu difficile. Pendant un temps, je faisais des crayons qu'on peut pas utiliser parce que la branche revenait sur la mine et on pouvait pas appuyer la mine sur le crayon. Les crayons gag, quoi. Eh oui, forcément. Mais alors, le crayon avec des épines, finalement, c'est le crayon belle-mère, on pourrait le surnommer comme ça, hein? Oui, alors vous avez des problèmes avec votre belle-mère, vous. Alors, le crayon institutrice, vous savez, les vieilles institutrices. Ah, ça marche aussi. C'est une légende, ça n'existe plus. Même moi, j'en ai connu une. Et alors du coup, finalement, avec vos crayons, il n'y a pas qu'une histoire de création. En fait, vous voulez vraiment faire passer un message, comme vous le disiez tout à l'heure. C'est vraiment un petit peu de la poésie, en fait, hein? Ah, oui. Ouais. C'est assez de la poésie. Alors, je pense difficile de vous l'expliquer pourquoi, mais effectivement, il y a beaucoup de ressentis. Également, quand on rentre dans mon atelier, en principe, je me rappelle, il y avait un influenceur qui était venu et il regardait à droite, à gauche. Oh, il y a de la matière, il y a du vivant chez toi. Et effectivement, ouais, c'est plein de détails à droite, à gauche et ouais, les crayons, c'est pareil. Quand on les présente, toutes les couleurs qui font face aux gens, ça fait, c'est une poésie des couleurs, ouais, c'est clair. Et puis, c'est une matière très noble, le bois, donc forcément, ça a toute une histoire aussi. Le bois, c'est du vivant, donc voilà. Il y a cet aspect poétique, hein, comme vous le dites si bien, tout à fait. Eh ben écoutez, en tout cas, nous on était ravis de vous avoir avec nous, Patrick. Le temps passe très vite, on va déjà devoir se laisser. Mais avant de partir, j'ai quand même une dernière question pour vous, très importante. Où peut-on vous retrouver? Est-ce que vous avez éventuellement une page Facebook, un site internet? Et puis surtout, comment est-ce qu'on peut venir vous voir? Est-ce qu'il faut peut-être réserver, notamment? Alors, plusieurs possibilités. Alors maintenant, on ne me voit plus que dans mon atelier, où je reçois donc des visites, où j'organise des portes ouvertes. Il y en a là qui vont avoir lieu mercredi prochain, donc c'est le 16 avril, le 23 avril, le 30 avril à 15h. Pendant l'été, je suis ouvert le lundi, le mardi, le mercredi, où je fais 2 séances, une à 15h et une à 17h. Alors, je précise qu'il n'est pas la peine de réserver, l'entrée est libre, mais la participation est indispensable, vous voyez ce que je veux dire. Et la place est assise, là en ce moment c'est bien parce que le bois est en train de sécher, le bois que j'ai ramassé est sèche, et il y a une odeur de végétal qui remplit l'atelier, ça va durer 2-3 mois comme ça, et c'est super agréable. Et je fais partie d'une association qui s'appelle la Route des Métiers.
peut-être vous connaissez, qui a il y a à peu près une trentaine d'années déjà, presque 40 je crois, où le but du jeu c'est de mettre en avant des artisans, à savoir des châteaux, des jardins, et des producteurs. Et donc, et sinon, on peut me trouver sur mon site internet. On peut acheter des crayons sur le site internet. Donc, il s'appelle www.iocrayon.com. Et donc, il y a une boutique là-dedans. Et voilà. Eh ben écoutez, c'est déjà pas mal. Déjà, ouais. Tout à fait. J'ai très peu de magasins. Il y a très peu de magasins qui m'achètent mes crayons. J'ai jamais cherché à développer ça. Il y a une logique commerciale dans le magasin. Le jour où j'ai retrouvé mes crayons à côté de crayons qui venaient d'Asie du Sud-Est, j'ai rien contre les crayons d'Asie du Sud-Est, mais c'est pas la même qualité, c'est pas la même longueur de mine, c'est pas la même utilité et au même prix, alors que les crayons d'Asie du Sud-Est, on les achète au kilo. Donc c'est pas du tout la même. Et donc voilà, quand j'ai eu ça, j'aime bien que les choses se fassent dans un certain esprit. Tout à fait, mais vous avez totalement raison. On va rappeler tout simplement le nom de votre entreprise, c'est donc L'Île au Crayon. En plus, c'est facile à retenir. En tout cas, on vous remercie vraiment beaucoup. Et pour me trouver, il suffit de taper Crayon et Oliergue. Oliergue, c'est le village où j'officie, où je vis. Un très beau village d'ailleurs. Un très beau village, ouais. Tout à fait. Qui chaque année s'embellit un peu plus. Exactement. Et ben écoutez, en tout cas, nous, on était vraiment ravis de vous avoir avec nous. On a appris plein de choses grâce à vous. Et puis, on invite nos auditeurs à aller découvrir tout ça. Plein de belles choses à voir dans cet atelier situé à Oliergue. Alors, prenez le temps, pendant les vacances de Pâques, d'aller faire un tour et de découvrir un petit peu le travail de Patrick. Eh bien écoutez Patrick, merci encore. Et on vous dit à très bientôt. Vous revenez quand vous voulez sur l'antenne. Merci. Et nous, sur Variance FM, on va continuer avec un petit peu de musique et on se retrouve d'ici quelques instants pour la suite de cette émission.